tous un créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. De nombreuses personnes ne sachant pas très bien comment fonctionne notre système de vote sont sidérées devant ce constat et n'y voient aucun sens. Comment le RN peut-il arriver en 3ème position et avoir 33 sièges de moins que le nouveau Front Populaire, alors qu'ils ont récolté environ 3 300 000 voix de plus que ce dernier? Du point de vue du profane, ça n'a ni queue ni tête. En toute logique, le parti qui a le plus de voix devrait être le plus représenté. Oui, mais voilà, c'est plus compliqué que ça. Les députés français sont depuis 1988 élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire direct à 2 tours, et surtout par circonscription. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de considérer le nombre total de voix sur l'ensemble du territoire pour déterminer le parti vainqueur, mais de regarder les résultats au cas par cas, circonscription par circonscription. C'est en cela que ce système de vote pose de graves problèmes en termes de démocratie. Ah bon? Pourquoi? Ce système favorise les magouilles politico-politiciennes et les méthodes déloyales pour se débarrasser d'un adversaire gênant. C'est trop injuste. Ainsi, le nouveau Front Populaire, la Macronie et la droite molle ont fait de petits arrangements entre amis et ont donc retiré 210 de leurs candidats arrivés au second tour dans le cadre de triangulaire afin de faire gagner chacun d'entre eux qui avait le plus de chances de l'emporter. C'est le fameux barrage de Castor qui a une nouvelle fois fonctionné. Les Français sont des vraies girouettes et ça me fatigue. Admettons, Admettons. j'arrive en tête du premier tour avec 40% des voix, le deuxième fait 30% et le troisième 20%. Si le troisième magouille avec le deuxième et reporte ses voix sur ce dernier, à eux deux ils auront 50% et moi je resterai à 40%. Ils auront donc gagné même si j'ai obtenu plus de voix que chacun d'entre eux individuellement. Je suis désolé, c'est truqué votre truc là. C'est comme si par exemple il y avait une compétition de MMA où je suis le grand favori. Mes adversaires n'ayant aucune chance de gagner à la loyale en 1 contre 1, décideraient alors de monter à 10 contre 1 sur le ring. J'ai beau être le meilleur, je n'ai aucune chance. Eh bien, ce qui serait inconcevable dans une compétition sportive est la triste réalité de notre système de vote. Ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne au final. Un système proportionnel à un tour par circonscription serait un meilleur système, mais il ne serait pas parfait non plus. En effet, si des partis sont capables de se coaliser contre une cible unique au second tour, rien ne les empêche de le faire dès le premier tour s'il n'y en avait qu'un seul. Oui, mais voilà, chacun se présente derrière une couleur politique et une idéologie propre. Le but de chacun est de gagner. Tu as gagné un super t-shirt. Avec notre système actuel, celui qui arrive troisième dans une triangulaire avec moitié moins de voix que le premier n'a aucune chance de gagner. Du coup, il sera plus facile pour lui de céder sa place. En revanche, s'il n'y avait qu'un seul tour, chacun ayant pour but la victoire, il serait compliqué de demander à des adversaires politiques de s'effacer et de céder la place à l'autre. Les seuls cas où ça se ferait, ce serait entre des partis proches idéologiquement avec des petits candidats n'ayant pas la moindre chance de l'emporter quoi qu'il arrive. Une proportionnelle à un tour, mais au niveau national cette fois-ci, serait encore plus juste et plus démocratique. C'est-à-dire, on prend le nombre de voix totales sur tout le territoire et on répartit les sièges proportionnellement. Moralité, le véritable vainqueur de ces législatives est bel et bien le RN et le grand perdant est la démocratie. De toute façon, 33 sièges de plus ou de moins, ça n'aurait rien changé pour le RN, car il n'aurait jamais pu obtenir de majorité absolue ni être proche de la majorité absolue. Que va-t-il se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, le coup de poker de Macron suit son cours et son but est de remodeler l'espace politique comme il avait fait en 2017. Même si le RN a quasiment doublé son nombre de députés par rapport à 2022, Macron est parvenu à les écarter de sa route temporairement. LFI tout particulièrement a été une nouvelle fois le meilleur allié de la Macronie et son marchepied. Vous me direz que c'est l'inverse, que c'est Macron qui a servi de marchepied à Mélenchon puisque le parti présidentiel est arrivé en 2e position. Mais dites-vous que le maître du jeu est toujours Emmanuel Macron jusqu'à preuve du contraire et sa partie d'échecs n'est pas encore terminée. Il tentera très certainement de la faire à l'envers à la France insoumise. Mais qu'en est-il du choix du prochain Premier ministre? Il est difficile d'imaginer Macron nommer Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ou Mathilde Panot Premier ministre. Que dit la Constitution? Macron est-il obligé de nommer un membre du groupe parlementaire majoritaire? Sur ce point, la Constitution est claire. Le président de la République nomme le Premier ministre, énonce l'article 8. C'est à lui que revient ce choix et uniquement à lui, sans calendrier particulier. Aucune consultation ou validation des parlementaires n'est requise. C'est un pouvoir propre d'Emmanuel Macron. Seule sa signature en bas du décret de nomination du locataire de Matignon publié au journal officiel est nécessaire. Raquel Garrido affirmait récemment que Emmanuel Macron avait le pouvoir de nommer Premier ministre un passant dans la rue s'il le voulait. Eh bien, elle n'a pas tort, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En pratique, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Si le chef de l'État fait à peu près ce qu'il veut quand il dispose d'une majorité, ce n'est plus le cas dans un contexte de cohabitation. Le président de la République a vocation à nommer à la tête de ce gouvernement une personnalité qui puisse avoir l'appui de la majorité à la Chambre basse. S'il choisit une personne qui n'est pas une émanation de la majorité parlementaire, son gouvernement s'expose à une motion de censure des députés et
et donc à un renversement. C'est un grand moment de motion, oui. Cependant, n'oublions pas que le nouveau Front Populaire est une nébuleuse composée d'un vaste éventail de partis et de personnalités de gauche. Rien n'oblige Macron à choisir un membre de la France insoumise. Il est plus probable qu'il pioche chez les socialistes et les écologistes macrono-compatibles et dociles. Sans majorité et sans alliance, le chef de l'État aurait aussi la possibilité de nommer un gouvernement dit technique, composé d'experts, économistes, hauts fonctionnaires, diplomates, etc., et chargé d'assurer la continuité de l'État, avec le risque de se voir confronté rapidement à une motion de censure. Autre scénario envisageable, Emmanuel Macron pourrait décider de maintenir Gabriel Attal à son poste et lui confier la tâche de constituer une coalition plurielle s'étendant sur sa gauche, sans avoir cependant la certitude d'obtenir une majorité capable de survivre à une motion de censure. Une question que l'on peut se poser également, en imaginant un gouvernement issu du nouveau Front Populaire, est-ce qu'il serait pieds et poings liés car il ne pourrait faire passer aucune de leurs lois? Pas tout à fait. Un certain nombre de leurs mesures devra nécessairement passer par des lois, et ça implique donc obtenir la majorité lors du vote, mais cela n'arrivera probablement pas, car il se retrouverait avec l'ensemble du spectre politique en phase 2, de la Macronie au RN en passant par LR. Car oui, c'est pas parce qu'ensemble à magouiller avec eux pour écarter le RN qu'ils voteront les lois du NFP. Néanmoins, ils pourront passer par le 49.3 pour toutes les mesures liées aux finances et donc appliquer la hausse du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites notamment. Même si l'abrogation du 49.3 figure dans le programme du NFP, ne doutons pas qu'ils n'hésiteront pas à s'en servir comme tous leurs prédécesseurs. Le 49.3, tous ceux qui y sont opposés sont d'un coup beaucoup moins regardants quand ils ont l'occasion de servir leurs propres intérêts. Bref, en réalité, personne n'a vraiment gagné. Il y a des victoires personnelles, mais la France et les Français ont perdu. Oui, ça fout les boules d'imaginer un gouvernement composé de membres de la France insoumise, mais au final, c'est peut-être un mal pour un bien que le RN n'ait pas hérité du cadeau empoisonné de Macron. Ils pourront donc rester dans le confort de l'opposition sans se brûler les ailes pour les prochaines échéances électorales. Maintenant, sortons le popcorn et regardons la France brûler tous ensemble.